Merci à tous d'être présents. Voilà. Alors moi, c'est la totale découverte en chair et en os. Évidemment, Vanra, je connaissais à travers ses travaux. Mais là, je crois que autant pour moi que pour elle, c'est la première fois qu'on se voit en chair et en os. Eh bien, je vais te poser ma première question, à savoir comment tu es devenue dessinatrice et pourquoi avoir choisi particulièrement le style manga. Alors, bonjour à tous, bonjour à Pascal. Alors moi au départ, j'ai pas une formation très classique puisque j'ai commencé des études médicales, donc pas grand chose à voir. J'étais ostéopathe pédiatrique. Oui, j'ai vu ça. Voilà, tout à fait. Et j'exerçais à temps plein jusqu'à très récemment, jusqu'à l'année dernière. Et à la base, moi j'ai toujours aimé dessiner, donc je faisais ça par pur passe-temps. Et puis à un moment donné, je voulais faire partager un peu mes histoires aux gens qui m'entouraient. Et ceux qui m'ont un petit peu poussé dans le sens à me dire oui, essaie de partager à d'autres. Ils faisaient passer, en fait, ils diffusaient finalement un peu en bouche à oreille mon travail. Et puis, moi à un moment donné, j'ai voulu me perfectionner parce que je suis autodidacte, j'ai jamais pris de cours de dessin. Donc du coup, j'ai jamais eu la chance d'entrer dans une école. Et puis, moi, je lisais au départ pas du tout de manga, je lisais que du comics. Et j'ai commencé à faire une formation d'encreuse de comics américains. Et totalement là aussi par hasard, c'est à un moment donné, je suis tombée sur un volume dessiné par Jim Lee et Inkist, qui est son encreur attitré. Et j'ai adoré la manière dont il avait animé les personnages et puis la manière dont il avait dessiné les décors. Parce que chaque coup de plume permettait de mettre en relief le moindre détail de ces décors-là. On avait l'impression d'être vraiment devant une scène réelle. Et à l'époque, ça date pas d'hier, mais c'était à l'époque où il y avait MSN Messenger. Il faut dire à quel point c'est récent. Il y avait les auteurs qui mettaient leur contact MSN à la fin des issues. Et moi, j'ai contacté Inkist et j'ai demandé, je dis j'adore la manière dont vous représentez les pierres et puis tel monstre à un moment donné. Est-ce que vous avez un petit tuyau à me donner? Parce que c'est ça que je voudrais faire comme type d'ancrage. Mais comme je suis autodidacte, je m'y connais pas. Et est-ce que vous avez 2-3 tuyaux? Et le gars, il était en ligne, il me dit t'as une webcam ou pas? Et je dis oui. Il dit écoute, je te montre. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à bosser finalement dans le comics. Et de fil en aiguille, donc après j'ai bossé sur des licences telles que Batman et Green Lantern. Et puis à un moment donné, c'est vrai que travailler sur des grosses licences comme ça, c'est très intéressant, on en apprend beaucoup de choses. T'étais en creuse, c'est ça? En creuse, oui. D'ailleurs, on peut le retrouver dans les mangas que je fais. Il y a cette partie d'ancrage un petit peu particulière propre au comics qui est présente dedans. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, travailler sur des grosses licences, c'est très intéressant, mais vous êtes au service du personnage. Le personnage, une fois que vous avez le scénario qui est validé par la maison mère, vous n'avez pas le droit au chapitre, vous êtes en tant que dessinateur ou encreur un exécutant d'eux. Donc voilà. Et à un moment donné, j'ai voulu moi pouvoir avoir la possibilité d'animer mes propres personnages, de les dessiner comme je le souhaitais. Et j'ai commencé mes premières œuvres, on va dire avec un niveau plus professionnel, sur du format comics, avec tout ce qui va avec, le dessin comics, etc., etc. Et puis c'est quelque chose qui très vite m'a limité puisque le format comics, on a ce qu'on a un peu comme dans les BD franco-belges, quelque chose de très carré, avec des cases bien faites. On a très peu d'éclaté, on a toujours des règles qui sont finalement très... On met la BD dans un petit carcan, on a moins de liberté que dans le manga où on a vraiment la mise en page qui est au service de l'histoire, on peut faire ce qu'on veut. Chaque auteur a sa mise en page particulière, sa manière de traiter l'histoire. Il y a autant de mise en page possible et de développement d'histoire possible qu'il y a de dessinateurs existants. Et je suis tombée, moi, par hasard, sur un manga chez une amie. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était une BD de poche qu'on peut emporter partout, contrairement au comics qui est assez large. Et je ne parle même pas de la BD franco-belge qui est très haute. Alors, difficile de mettre un Astérix dans sa poche et de se dire allez, je vais aller le lire dans le métro, un petit coup d'Astérix, quoi. C'est plus difficile. Et là, on était sur une BD avec beaucoup de pages, parce que ça aussi, sur la BD franco-belge ou sur un comics, on a une pagination, à savoir un nombre de pages qui est limité. On ne peut pas les dépasser. Que dans le manga, on a un nombre de pages minimum de 176 pages. Et à partir de là, on peut faire autant de pages qu'on veut. D'ailleurs, moi, par exemple, dans un des Stray Dogs, j'en ai, combien, je crois, il me semble 420 sur le tome 3. On peut faire ce qu'on veut. On a une grande liberté à porter à ça. Et du coup, je trouvais là, moi, ce qui me limitait, ce que je recherchais en tant que dessinatrice. Et du coup, j'ai fait du manga.
Tu as un parcours assez atypique, tu es allé au charbon, tu as démarché par mail, tu n'as pas la formation entre guillemets dite classique, tu dis souvent en interview d'ailleurs que tu es autodidacte. Oui, ça c'est quelque chose que avant je cachais, maintenant je le revendique parce que d'une part parce que c'est la vérité, que finalement ça c'est Izu qui m'avait beaucoup aidé à me décomplexer par rapport à ça, parce qu'il m'avait dit mais écoute c'est génial, toi tu arrives à avoir un niveau que les autres ont mais après avoir fait des études. Voilà, et c'est quelque chose qui, moi, au départ, je pensais que ça allait être un handicap, et c'était à la base pour moi un handicap, parce que quand je présentais mon travail à certaines maisons d'édition, et je disais, bah voilà, je sors d'aucune école, j'ai fait ça, j'ai appris sur le tas. Autant aux États-Unis, c'est un point fort, parce que chez eux, il n'y a pas d'école de dessin, ou pratiquement pas, et ils cherchent justement des personnes motivées et qui ont envie de travailler, de s'améliorer, alors qu'ici, c'est, écoute, t'as pas de papier d'identité, pourquoi tu vas me voir ? Va déjà apprendre en école et après tu reviens me voir. Voilà. On l'a un peu moins maintenant parce que c'est vrai que la mentalité des éditeurs comme des lecteurs a changé. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à proposer mes titres, j'ai essuyé des refus de partout en France. Donc du coup, je les ai présentés aux États-Unis. Et il y a un vrai souci avec ce qu'on appelle le manga made in France. Parce qu'effectivement, tu as plein de gens qui considèrent que c'est pas vraiment du manga, enfin quand je dis plein de gens, en tout cas une certaine catégorie de personnes qui, tant que ça vient pas du Japon directement, donc les puristes pensent que c'est pas du vrai manga. Et puis on a aussi ces étiquettes qu'on colle aussi pas mal dans notre pays. Toi, il a fallu que tu ailles toquer aux États-Unis pour qu'ensuite la France vienne te récupérer. Quel est ton avis à ce sujet de cette espèce de sectarisme qu'il y a parfois, même parfois vis-à-vis des geeks? En fait, je dirais que dans la BD, il y a les romans graphiques, il y a le manga, il y a le comics, la BD franco-belge. Chacun de ces 4 styles obéissent à chaque fois à des règles qui les déterminent et qui permettent de dire « je dessine tel style de roman graphique ou de BD ». Voilà. Donc, à partir du moment où on respecte les codes qui établissent et qui définissent le manga, on fait du manga. Donc ça, je reviens sur la première partie, à savoir les fameuses personnes et les fameuses personnes en presse. En fait, on a plus de problèmes avec la presse que le problème au niveau du public. Je vous garantis que le lectorat, lui, à partir du moment où vous lui proposez une histoire qui est bien, qui est sympa, qui se tient, qui est correctement dessinée, le public y suit. Par contre, là où on a le plus de mal, c'est le fait d'expliquer à la presse soi-disant spécialisée que l'on fait une type de BD qui au départ est faite par énormément de Japonais et pas que des Japonais, parce qu'ici en France on a des mangas qui sont dessinés par des Coréens. Je pense à March Story, à comment s'appelle le nouvel Anjo Onchi par exemple, avec cet auteur ce dessinateur qui est coréen, mais qui a des succès considérés comme du manga pur et dur, puisqu'il respecte les codes du manga, qui sont des gros succès littéraires chez Pika par exemple, et on lui a jamais cassé les pieds. Hein. Donc cette espèce de, moi j'appelle ça vraiment du racisme littéraire, en disant oui, parce que tu n'as pas tel type de faciès, parce que tu n'as pas une carte d'identité Made in Japan, tu peux pas faire telle ou telle chose. On va pas embêter un auteur de BD franco-belge qui est suisse en lui disant tu peux pas faire de la franco-belge, ni français ni belge. Et également on a des auteurs français maintenant. Je pense à Olivier Porel qui est une star, mais une star incontestable du comics américain. Il est français le gars. Hein. Donc on n'a jamais eu ce problème-là, on va dire, dans d'autres choses. Donc le manga, encore une fois, à partir du moment où c'est fait par quelqu'un qui respecte les codes, soit on fait du manga, soit on ne fait pas du manga, point barre, quoi. Donc moi je dirais que ce côté-là, c'est ce que je répondrais à ça. Après, le fait des éditeurs qui traînent un petit peu les pieds, au départ c'est compréhensible parce que on arrive sur quelque chose qui n'était pas forcément aussi bien maîtrisé que maintenant. Moi, je reconnais hein, les titres que je présentais au tout départ. Honnêtement, encore une fois, c'était plus comics que manga. Et puis, on a eu aussi beaucoup, parce qu'ici, beaucoup de dessinateurs sortent des écoles. Et en école, on n'apprend pas de manga, on apprend la franco-belge. Donc, je pense à des titres style La Rose écarlate, style, comment ça s'appelle, Pixies ou Les Légendaires, où on a des BD très bien construites, avec un style manga par-dessus. Voilà. Mais ça reste de la franco-belge, ce n'est pas du manga. Donc tout ça fait que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué et c'est en passe de changer, et fort heureusement. Moi je dirais le seul gros problème que j'ai eu à rencontrer, c'est le fait de faire effectivement une BD en étant de ce style-là en étant une française. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai présenté mes œuvres au départ à éditeurs finalement à l'étranger, parce que c'est quelque chose de typiquement français de mettre dans des cases et d'essayer de tout regrouper. On est eu au départ pour caractériser
le manga d'auteurs français comme Renaud Lemaire ou comme, comment dirais-je, ah zut, j'ai sur le bout de la langue, mais celle qui a fait la Semi Pity, Elsa Brands ou City Hall par exemple, on les a catégorisés en étant des global mangas, mais encore une fois ça correspond à rien du tout. Ils utilisent les codes qui sont utilisés, donc dans le manga, ils font du manga point bas. Et c'est vrai qu'ici, on a eu beaucoup plus de problèmes avec la presse qu'autre chose. Moi, j'ai eu la chance de gagner, d'avoir des lecteurs qui ont desservi des prix sur certaines de mes séries, dont Stray Dog. Ces prix ont été vraiment boudés de la part de la presse qui ne voulait pas desservir, ils ne voulaient pas reconnaître qu'un titre d'une auteure française puisse passer devant des titres d'auteurs, des vrais auteurs japonais. Et j'ai eu là dernièrement un truc qui m'a fait vraiment très sourire parce que je me dis voilà, on avance, on a la chance d'aller entre guillemets dans le bon sens, mais on a quand même des gros réfractaires qui moi m'incitent à quand même militer encore plus pour ça parce que voilà, par exemple j'ai postulé chez une maison d'édition et dernièrement j'ai dit voilà, j'ai telle série, j'aimerais bien vous la présenter. Et le gars il m'a fait écoute, c'est très intéressant, en plus au niveau vente t'es une auteure qui se défend bien, mais t'as pas la tête de l'emploi. Et quand on voit tous les auteurs français qu'il a pris, c'est une tête, ils ont tous un aspect japonais. Parce que ça fait illusion. Mais je trouve ça horrible parce que ça veut dire que, voilà quoi, on est encore à ce stade-là. Alors il y a quelques cas isolés, depuis quelques années il y a eu Jenny Pink of the Harry, Thomas Bouvray pour le manga des Cités d'Or, mais j'ai l'impression que c'est depuis Radiant qu'encore plus ça a explosé, qu'il y a un peu plus cette reconnaissance. Toi tu as souffert de ce manque de reconnaissance du manga dit entre guillemets à la française, et quand on est venu te rechercher finalement, est-ce que tu l'as pris plutôt bien? Est-ce qu'au départ tu étais un peu revancharde, tout à fait honnêtement entre nous? Comment tu as réagi à ce moment-là? Parce que c'est dur quand même au départ d'être entre guillemets un peu rejeté par sa propre nation, façon de parler. Alors c'est très très dur parce que c'est vrai que en fait mais ça c'est partagé par tous ceux qui ont eu des projets qui ont été rejetés, hein. Disons que c'est démoralisant parce que on a des noms de partout et on a des raisons qui sont, alors soit on vous donne pas de raison, soit les raisons qu'on vous donne c'est des raisons qui vous dites mais j'arrive pas à comprendre en fait. Le coup de oui parce que t'as pas pris de cours de dessin, on regarde même pas ce que tu fais. Le coup de oui parce que voilà et ci et ça. Alors après moi je dirais que à l'époque quand j'ai commencé à présenter mes projets, moi je cumulais en fait ce qui maintenant fait ma force, mais ce qui au départ était vu comme un handicap. Je cumulais les choses qui ne faisaient que je ne pouvais pas rentrer dans aucun catalogue. À ça, le fait d'être autodidacte, le fait de taper dans un genre littéraire qui au départ était considéré comme étant l'exclusivité japonaise, et d'autre part de présenter des thèmes qui n'étaient pas traités en littérature graphique. Voilà. Tout bêtement, le mythe du loup-garou que j'expose dans Stray Dog, à la base, maintenant on en voit passer, mais à la base, quand j'ai présenté ça, parce que Stray Dog, il date pas depuis hier, j'ai commencé à présenter ce projet, il date de 2008. Et en 2008, on n'avait pas tout les contes, la relecture des contes, ce qui moi propose, enfin ce qui moi est la base de mon travail. Mais à l'époque, maintenant on en voit passer les films, machin, les trucs sur Grimm, etc. On en voit passer plein, il y a des séries qui sont faites. Mais quand j'ai proposé ça, il n'y en avait aucun qui était sorti. Rien du tout. Donc moi je proposais quelque chose de nouveau, quelque chose d'inclassable, parce qu'à l'époque le format seinen c'était réservé uniquement aux mangas d'horreur. Je pense à MPD Psycho par exemple, où c'était un des seuls mangas qui était proposé pour soi-disant un public averti, mais la licence seinen, donc pour un public dit mature, à savoir à partir de 14 ans, n'existait pas. Donc proposer un titre, pas possible de le diffuser en shonen, ni en shoujo, parce qu'en plus moi je fais ni shonen ni shoujo parce que mes personnages ils sont vivants, c'est-à-dire que s'ils rencontrent une difficulté, s'ils sont amenés à se battre, ils vont combattre dans le volume. Mais s'ils sont amenés à avoir à tomber amoureux, il va y avoir une scène plus romantique au milieu. Il n'y aura ni que de l'un ni que de l'autre. Donc ça, proposer un titre comme ça qui ne rentre dans aucune case, donc difficile à défendre pour l'éditeur, c'est compliqué. Donc il y avait déjà ça. Et puis après, pour le côté, surtout qu'on ne me donnait pas la raison. Moi, j'aurais aimé qu'on me donne que les éditeurs formulent une vraie lettre de réponse, même si c'est non, qui nous disent qu'est-ce qui n'allait pas, par rapport à ce que je faisais, puisque en tant qu'autodidacte, je ne savais pas qu'est-ce qui n'allait pas dans mes œuvres. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai présenté à l'étranger, parce que pas forcément au départ parce que je savais qu'il allait y avoir plus de débouchés, c'est uniquement par hasard là aussi que ça s'est fait, c'est parce que je savais que là-bas, les gens, à chaque fois quand ils vous font une réponse, ils motivent la réponse.
Et moi, je me disais, au moins, même si c'est refusé, au moins qu'ils me disent pourquoi et que je sache quel point je dois améliorer. Au moins, oui. Est-ce que c'est l'histoire qui est pas bonne? Est-ce que c'est mon style graphique qui est pas bon? Est-ce que c'est les dialogues qui sont nuls? Est-ce que c'est le thème qui ne porte pas? Mais qu'il y ait une vraie argumentation, Voilà. qu'il y ait du concret. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et c'est vrai que là, voilà. Alors après, pour le côté revanchard, je dirais que oui et non. Par exemple, pour Glénat, c'est une des premières maisons d'édition chez qui j'ai présenté Stray Dog. J'ai envoyé 3 fois ou 4 fois le dossier. Avec l'intégralité, j'avais les 3 premiers tomes dedans, j'avais tout le présentation des personnages, etc. Et j'ai jamais eu de réponse. Voilà. Et après, quand c'est eux qui sont venus me chercher, à la base, quand je leur ai dit, ben voilà, c'est moi qui suis l'auteur de Stray Dog, parce que comme je proposais en ligne à l'étranger, j'avais l'éditeur qui le lisait, on va dire, sur les réseaux sociaux à l'étranger. Et il me dit, quand j'ai commencé à proposer ça, il me dit, mais ça, tu peux pas proposer ça, c'est déjà fait. Il savait pas que c'était moi, en fait, qui le faisait, et c'était par hasard aussi. Et moi, le but du jeu, ce que je voulais, c'est que Stray Dog soit publié. Alors après, bah, je pense, je me suis pas assise sur, on va dire, sur mon vécu. Je me suis dit, voilà, je me suis battue pour que la série soit reconnue en tant que vraie série. Maintenant qu'elle l'est, eh ben, je vais profiter de ce que l'éditeur peut m'offrir. Mais c'est vrai que pour le coup, je ne le cacherai pas qu'au niveau du contrat, ce qui pouvait peut-être, entre guillemets, avoir un prix plus faible au départ, je l'ai négocié au prix fort ensuite. Et quand l'éditeur m'a dit « Pourquoi tu ne nous as pas présenté en tout premier ?» Je dis « Bah, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. » Ce qui se passe aussi, c'est que quand il y a des gens qui me demandent « Mais du coup, comment on peut y arriver, etc. » Ce qu'il ne faut pas se cacher, je sais que ça peut faire grincer des dents, c'est que en maison d'édition, vous êtes rarement repéré, même si vous avez du talent ou pas de talent, vous êtes rarement repéré si vous n'avez pas de contact dans la boîte. Et c'est vrai que moi, comme tout à chacun, quand j'envoyais, comme je ne sors pas d'une école, les contacts, on les a dans les écoles. On ne vous fait pas le travail. On vous dit, voilà, le directeur éditorial de telle collection, c'est un tel. On vous donne un nom. Donc, finalement, quand vous envoyez votre dossier, vous envoyez votre dossier déjà à la personne compétente pour le juger, ce qui est déjà énorme. Et c'est vrai que moi, si j'avais pas rencontré Izu, là aussi par hasard, c'est vraiment des fois des trucs par hasard, quoi. Par hasard sur une convention et qui me dit, voilà, le directeur éditorial de Glénat, c'est lui. J'aurais jamais pu envoyer mon dossier chez lui. Ça n'aurait jamais marché. Voilà. Et c'est vrai que là, par contre, où j'ai refusé, c'est pour certaines maisons d'édition qui m'avaient formulé des lettres de refus. Mais des refus très, j'ai envie de dire, cinglants. C'est-à-dire que vous pouvez formuler une lettre de refus en disant que le projet ne vous intéresse pas parce que peut-être ça ne rentre pas dans votre catalogue, etc. Mais dire à un dessinateur, écoutez, on ne vous prendra jamais votre œuvre parce que, par exemple, vous n'avez pas le faciès pour dessiner du manga, parce que votre dessin est nul, il est, comment dirais-je, comme il m'avait dit, il est inintéressant au possible, si j'étais toi, j'arrêterais là tout de suite, laisse la place à ceux qui savent. Voilà. Ça, pour le coup, c'est des maisons d'édition qui sont venues me rechercher ensuite, auxquelles j'ai dit non. Parce que je trouve que on peut toujours améliorer un projet. Il y a une manière de le dire. Encore une fois, quand on présente un projet, je sais qu'ils doivent en recevoir énormément. Qu'il doit y avoir des fois, ils doivent recevoir une pléthore de projets peut-être qui ne sont pas finis avec des gens qui se disent voilà, j'ai assez le niveau pour proposer quelque chose et je suis persuadée parce que dans le cercle familial, tout le monde a, parce que la famille, c'est une famille qui va soutenir en général, que ce soit bon ou mauvais, hein, ils sont un peu parti pris. Donc ils doivent recevoir des projets peut-être un peu bancals au départ, mais l'éditeur, pour moi, c'est mon avis, doit, puisque c'est la personne compétente, c'est lui qui sait ce qui va marcher, ce qui ne pourra pas marcher, il doit peut-être prendre le temps de dire à la personne qui présente un projet, même s'il sait qu'il ne va pas le prendre, dire écoute, son projet, moi je ne le prends pas parce qu'il y a tel point qui ne me convient pas, tel point qui ne me convient pas. Et au moins, ça permet à la personne déjà de savoir qu'est-ce qui ne va pas et de pouvoir s'améliorer plutôt que de casser la personne et de dire voilà, toi, non, jamais, va retourner d'où tu viens. Voilà. Est-ce que parfois ce manque de franchise ou cette histoire de noyer un peu le poisson sans donner vraiment de réponse n'est pas une espèce de stratégie, je dis pas forcément toujours venant des éditeurs, qui consiste à se dire je veux pas de son dossier tout de suite en priorité, mais je le garde quand même sous le coude quelque part et on verra toujours pour plus tard, ce qui en plus, qui est une espèce de double jeu, permet de maintenir l'artiste d'un côté tout en lui donnant un peu d'espoir, ce qui est assez salaud quelque part, et ainsi, en lui permettant pas, cela dit, si la personne est freelance,
d'aller forcément voir la concurrence, quitte à faire dormir le dossier. Et si un jour il y a besoin, pardonne-moi d'employer l'expression bouche-trou, te dire « Ah, finalement, ton dossier il était pas mal ». Alors, en plus, là, ça tombe bien parce que j'ai eu le cas pour une de mes séries dernièrement. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des éditeurs où, où ça sera non ensuite. Parce que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas tous les éditeurs qui font ça. Par exemple, chez Glénat, le seul truc qui se passait, c'est que à partir du moment où on ne mettait pas le nom de la personne à qui adresser, le dossier systématiquement ne dépassait pas le secrétariat. D'ailleurs, ils les ont retrouvés, les dossiers Stray-Dog, sous la chaise de la secrétaire. Voilà. Ils étaient là, ils étaient arrivés au bon endroit, mais ils n'ont pas monté le premier étage parce que la partie éditoriale de Glénat Manga, c'est au premier étage. Ils ont tout un immeuble, c'est au premier étage. Et le secrétariat est au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, ils n'étaient pas montés à l'étage du dessus. Mais après, eux, ils prennent le temps de regarder tous les dossiers. Pour ceux qui sont adressés, qui montent déjà, ils les regardent, ils formulent assez rapidement une réponse. Après, donc encore une fois, le côté entre guillemets un peu délétère de la profession, c'est pas chez tous les éditeurs, ça dépend lequel vous prenez. Après, je vous cacherai pas que oui, il y en a, et j'en ai croisé, il y en a où franchement c'est ignoble parce que, alors sous couvert, alors déjà il y a le temps de réponse parce que ils peuvent vous mettre jusqu'à une semaine pour répondre, et puis c'est oui, j'ai pas eu le temps de regarder, je regarderai plus tard, etc. J'ai eu ce problème-là sur une des séries sur Neverend qui va arriver à partir de 2018. Et à l'époque, c'était l'ancien éditeur, c'était Asuka, je crois, c'était Asuka Manga, maintenant c'est autre chose. Et eux, oui, ils m'ont fait poireauter pendant plus d'un an. Ils m'ont fait créer une série intégralement en me disant oui, on a un projet, machin, on aimerait un truc, parce qu'à l'époque, Neverend était édité aux États-Unis, ils n'avaient pas envie de racheter la licence parce que c'était tout trop cher. Ils m'ont dit on a envie de créer quelque chose. Ils m'ont fait créer l'intégralité d'une série, qui s'appelle Carnival Gate, en me faisant présenter, en faisant multiplier les dossiers de présentation. Et au final, en me baladant, en me disant ah bah non, écoutez, la réunion commerciale, comme on n'a qu'une par an ou tous les 6 mois, et ben là, on n'a pas eu le temps d'aborder le sujet, il faut revenir l'année prochaine, etc. Alors que non, les réunions commerciales, moi je sais que chez Glénat, les réunions commerciales, ils les font quand ils le font. Bien sûr, il y a une énorme réunion commerciale en septembre parce que c'est tout pour tout ce qui est rentrée et catalogue de l'année prochaine. Mais ceci dit, vous pouvez présenter un dossier, comment ça s'appelle, en mars, ils vont vous répondre en mars. Ils réunissent les gens quand il y a besoin de les réunir, quoi. Donc ça, c'est des faux semblants. Ceci dit, quand vous n'êtes pas de la profession, vous ne savez pas tout ça, on ne peut pas vous rebeller forcément. Et puis c'est vrai que, mais après ça, c'est propre encore je dirais, c'est en fonction du respect que les éditeurs ont par rapport aux auteurs. Tout simplement, c'est ça. Il y en a, vous allez entendre des vertes et des pas mûres sur certains éditeurs, ça existe. C'est pas tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas stigmatiser en disant oui, ils sont tous comme ça, parce que moi j'ai la chance de rencontrer certains qui sont vraiment, je dirais pas adorables, mais très professionnels et vraiment à l'écoute de leurs auteurs. Glénat en fait partie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai signé chez eux plutôt que chez d'autres. Parce que quand j'ai commencé à représenter Stray-Dog une fois qu'elle a eu son petit succès aux États-Unis, c'est vrai que j'ai eu pas mal de propositions dessus. Après, c'est vrai que certains éditeurs pratiquent encore ce genre de choses, ce que je déplore, parce que je me dis, déjà d'une part, les auteurs qui sont chez eux, ils ne doivent pas forcément être très heureux. Et puis, je me dis quel sacrifice ils doivent faire de l'autre côté pour justement arriver à être au catalogue. Il faut savoir que l'éditeur, il nous paye, oui, mais il ne faut jamais oublier que s'ils n'ont pas les auteurs, un éditeur n'existe pas. C'est donnant-donnant, c'est une collaboration, c'est pas un patron et un employé, c'est une collaboration. Donc il faut le voir aussi comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je rappelle beaucoup à ceux qui me disent oui, j'aimerais percer, je dis surtout, n'oubliez pas ça, parce que même si vous êtes débutant, ne faites pas peut-être les mêmes erreurs que moi j'ai faites au départ, à savoir des fois s'aplatir, accepter des choses, le nombre de choses que j'ai fait en total bénévolat, quoi, parce que sans être payé, sans rien du tout, en espérant que ça pourrait aboutir sur autre chose. Mais j'en ai fait des tonnes. Et jusqu'à un moment donné où je me suis dit, mince, moi le travail je le fais, eux ils l'utilisent, ils le vendent, ça rapporte des sous, maintenant je vais être payé pour ce que je fais. Oui, c'est pas pour de l'amour d'eau fraîche, c'est censé être une relation d'égal à égal, entre guillemets. Toi tu viens à la base du fanzina, tu es passé professionnel, que ce soit pour Stray-Dog ou d'autres mangas sur lesquels tu as œuvré. Comme tu es très libre à la base, parce que dans tes univers, tu peux mêler autant les contes de fées, le fantastique, les monstres, etc. Ce qui n'a pas dû être facile non plus, comme tu en parlais tout à l'heure, puisque ça a dû aussi doubler les difficultés déjà qu'il y a des étiquettes, puisque tu mélanges les genres aisément.
quand justement tu as bossé sur Stray Dog entre autres, est-ce que il y a eu des différences? Est-ce que tu as quand même dû faire quelques concessions ou est-ce que globalement tu as pu conserver la trame, tout, là aussi en toute franchise? J'ai fait aucune concession. Aucune. Je dois être... Peut-être que je m'avance, mais je pense que je suis la seule et unique auteure de manga au niveau duquel l'éditeur n'a aucun droit de regard sur ce que je fais. Quand je rends mes tomes, je rends le tome fini. L'éditeur n'a jamais vu passer une planche de toute la réalisation du tome. Voilà. Pour Stray Dog, par exemple, il y a un personnage dedans que certaines personnes connaissent, à savoir Taro. Avec Toru, qui est le héros, c'est deux personnages qui ont leur clause au niveau des contrats. Parce que je voulais pas qu'on modifie leur dialogue et je voulais m'assurer que ça soit pas modifié. Donc ça, voilà. Donc du coup, de toute façon, je suis partie sur le postulat du fait que, parce que la série, quand je l'ai présentée aux États-Unis, j'ai eu la chance qu'elle remporte un franc succès dès le départ. Au bout de 2 mois, elle avait 1 million de lectures par semaine, alors que je postais 3 à 4 pages par semaine seulement. Donc c'est quelque chose qui s'est écoulé à des milliers d'exemplaires et avec une audience voilà, énorme. Et je me suis dit, je sais maintenant ce que ça vaut. Et pour Stray Dog, je tiens à ce que la série soit regardée telle qu'elle ne soit ni censurée, ni... voilà. Et c'est vrai que c'était aussi une partie du deal. Quand j'ai signé mon contrat, mes premiers contrats chez Glénat, j'ai dit voilà, moi je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. J'ai l'habitude qu'on me lâche la bride et qu'on me laisse faire parce que je suis donc compétente dans ce que je fais. Maintenant, puisque finalement, en faisant mes armes à la dure, j'ai gagné finalement l'assurance qui me manquait au départ, même si encore maintenant, quand je fais une œuvre, je me demande toujours est-ce que ça va plaire au public. Je suis pas sûre de ce côté-là en fait. Moi, je dessine que ce que j'aime bien dessiner et je dessine comme j'aime bien le faire. Donc, je suis une artiste un petit peu de ce côté-là, un peu égoïste, qui aime partager mon univers, mais qui n'est pas forcément écouté en me disant, écouter, on va dire la voix du peuple en me disant oui, par exemple. Ce qui est tendance en ce moment, c'est telle chose, il faudrait que je fasse un titre là-dessus parce que je suis sûre que ça va se vendre. Voilà, en ce moment, c'est très tendance, c'est le RPG, machin, que la personne qui reste coincée dans le RPG, style Hacksign ou style .hack, qui est un jeu vidéo qui date de 2000-2001, qui a eu son gros succès. C'est revenu sur le devant de la scène avec pas mal de mangas type comment ça s'appelle là, sur Data Online par exemple. Type The Shield of Hero par exemple. Donc c'est des mangas où on traite pas mal de ce sujet-là parce que c'est porteur, c'est vendeur. Donc c'est un effet de masse. Idem, les choses sur les vampires, il y en a en veux-tu, en voilà. Moi quand j'ai commencé à présenter Stray Dog, c'est vrai que les premiers éditeurs m'ont dit oui, si tu changes la figure du loup-garou en nous mettant un vampire, oui on te la signe. Parce qu'ils avaient déjà ça au catalogue et parce qu'ils savaient que c'était vendeur. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai décidé de faire du loup-garou, j'ai pas décidé de faire autre chose. J'ai décidé que mes personnages seraient comme ça, j'ai pas lâché. Et c'est un petit peu le style de tu me prends comme je suis avec ce que j'ai, parce que mes séries et mes personnages, ceux qui me lisent le savent, je le dis très souvent en dédicace, c'est mes bébés. Moi je vais avec mes enfants. Ouais, tu veux garder le contrôle complet de A à Z. Je vais pas en laisser un à la porte et je vais pas dire ah bah non tiens toi t'es pas assez comme ça donc tu passeras pas, tu rentreras pas avec moi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. Alors après, moi j'ai eu la chance de pouvoir venir comme ça. Et j'ai la chance d'avoir eu du coup Stéphane Ferrand qui m'a signé au tout départ en France, qui a compris ça et qui savait que s'il voulait faire du bon boulot avec moi, qu'il fallait qu'il me laisse faire ce que je savais faire parce que je savais le faire comme ça. Voilà. Après, peut-être que c'est pas pareil pour d'autres éditeurs. Et c'est vrai que bon, maintenant je suis connue pour travailler comme ça, donc maintenant ils osent pas trop me dire autre chose. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est quelque chose qui faisait partie entre guillemets du contrat. C'est soit c'est comme ça, c'est pas autrement. Sinon je signe pas. Voilà. Tu as trouvé le bon éditeur avec Glénat. Tu disais qu'effectivement tu es une des seules, si ce n'est la seule, qui impose entre guillemets ton style, enfin impose entre guillemets. Mais parmi les artistes aussi de Steam Fantasy, il me semble qu'il n'y en a pas non plus d'état. Est-ce que tu n'es pas aussi une des seules, si ce n'est la seule, ouais, aussi sur le marché? C'est ça. Qu'est-ce qui t'affectionne dans ce style particulièrement? En fait, ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir cette envie de faire partager ce que j'aime bien. Et comme j'ai pas mal de choses que j'aime bien, moi je mets c'est ressorti dans mon trait et dans ma manière de dessiner, que ce soit les décors, que ce soit les personnages, etc.
moi j'aime bien encore une fois revenir et partager certains éléments parce que ça me permet soit de continuer, si c'est un bon souvenir, de continuer le bon souvenir, soit si ça a été une épreuve, ça me permet de l'exorciser un petit peu, et ainsi de suite. Donc ça me permet pour moi, le dessin me permet de communiquer aussi avec les autres, et c'est mon forum à moi en fait, ça me permet de partager tout ça. Et c'est vrai que au niveau du style graphique, moi j'aime bien le courant, comment ça s'appelle, 18-19e siècle, au niveau victorien, donc tout ce qui est steampunk, j'aime beaucoup la mécanique, j'aime beaucoup ce côté très rugueux de la société qui s'est installé avec l'époque de fer, etc. On retrouve dans les décors de Stray Dog beaucoup de l'époque de fer à Paris, par exemple, dans les décors. Et puis ce que j'aime bien, c'est tout le côté folklorique, et pas forcément que japonais, puisque en fonction de certains titres, par exemple là, il y a Neverend qui va bientôt arriver. Dans Neverend, c'est beaucoup basé sur les contes occidentaux, et il y aura beaucoup de costumes occidentaux, pas des costumes folkloriques, très folkloriques comme on a pu avoir dans Ayakashi par exemple, où c'est vraiment des légendes japonaises. Donc moi j'aime bien tout ce qui est ça, tout ce qui est mythe et légende, j'aime bien tout ce qui est symbolique, et du coup j'ai mixé tout ça dans mon dessin et j'ai mis ensemble, et ce qui au départ pareil était pour moi un point faible, parce que c'est vrai que les gens me disaient on n'arrive pas à vous classer non plus, vous n'avez pas de style. Et c'est encore une fois par chance en rencontrant Izu qui m'a dit mais c'est génial en fait, c'est pas que t'as pas de style, c'est juste que t'as un style que personne fait. Donc voilà. Et du coup c'est vraiment, je pense que si j'avais pas rencontré, j'en étais arrivé à un stade où certes Stray Dog marchait aux États-Unis, mais j'osais même plus présenter mes projets en France parce que j'avais essuyé tant de refus, tant de choses comme ça, que finalement je me disais ça vaut pas la peine, puisque j'ai pas la personne qu'il faut pour m'indiquer à qui envoyer, etc. Et puis de toute façon, ce que je fais, apparemment n'intéresse pas, le dessin, c'est pas leur truc, voilà. Et si j'avais pas rencontré lui en 2013, qui me dit mais non, mais en fait tout ce que tu penses être un point négatif, finalement c'est ce qui fait ton originalité. Et justement, l'intérêt pour eux, c'est surtout de t'avoir, parce que y a personne d'autre qui fait ça. Je pense que si je l'avais pas rencontré, je serais pas là en fait. Donc en un sens, j'ai fait mes séries, mais au final, c'est lui qui m'a offert finalement il m'a offert le droit d'être publié, quoi. Voilà. On va y venir à cette collaboration. Je voudrais aussi savoir quelles sont tes inspirations, tes influences côté graphique et scénario sur Stray Dog en fait. Alors là, c'est un peu pareil, c'est un gros mix. Alors bon, Stray Dog, ça se base sur je dirais pas le mythe parce que ça a réellement existé, sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Et puis par-dessus, j'ai rajouté donc au niveau décor des influences là aussi victoriennes. Pour la ville d'Ishtar, qui donc est la ville principale de l'œuvre, ça se passe à la fois avec des décors de la partie, comment ça s'appelle, des décors londoniens. J'ai également des décors aussi de l'époque, la Révolution de fer à Paris, avec il y a même des plans de vue de la gare de Lyon par exemple, la Tour Eiffel également. Et par-dessus, pour ajouter le côté un peu sale, un peu négligé, je dis pas que leur ville est sale, mais le côté un peu négligé, surtout avec cette lutte des classes à l'intérieur, j'ai basé certains décors avec beaucoup de bas-fonds new-yorkais et Chicago. Voilà. Donc finalement, j'ai mixé un petit peu tout ça, et j'en ai fait une ville avec son identité à part entière. Après, je ne cacherai pas qu'il y a certaines influences aussi de Gotham, parce que je suis restée quand même 4 ans à Gotham City, et vous pouvez retrouver certains petits trucs de Gotham dedans. Et en sachant que Gotham se base aussi un petit peu sur les mêmes influences. Chicago, New York et Révolution de fer à Paris. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire aussi quels sont les mangaka ou les auteurs de comics ou de BD franco-belges que tu admires et qui ont forcément exercé aussi une influence pour toi? Alors moi j'aurais pour le coup plus d'auteurs de comics américains que de mangaka, parce que le manga je l'ai connu sur le tard. Alors j'ai Jim Lee qui est donc The légende dans le comics. Alors Jim Lee c'est celui qui dessine Batman, Superman. Il a sorti également les All-Stars avec Batman et Robin aussi. Et accessoirement, il dirige DC Comics. Voilà. Donc, et pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui a un trait de dessin qui est vraiment énorme. Donc il y a lui, il y a son encreur, donc Inkist, qui est juste un monstre en ancrage, c'est impressionnant. Il y a Mark Custo aussi qui a travaillé sur les Green Lantern et également sur les Red Robin, c'est un pan un petit peu moins connu de la saga Batman. Voilà. Il y a également Francis Manapoul, que j'adore. Et Ivan Reis aussi, qui est un auteur qui est vraiment très 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 sympa, sans parler du fait qu'il a un coup de crayon très bien. Et lui, il a fait entre autres
les Blackest Night, donc dans les Green Lantern. Et très récemment, il a travaillé également sur le renouveau d'Aquaman aussi. Voilà. Donc c'est des artistes qui m'ont apporté beaucoup parce que déjà d'une part, ils ont un esprit communautaire qui fait qu'ils n'hésitent pas à donner ce qu'on appelle les trucs et astuces à des gens qui débutent. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément cet état d'esprit ici, ou du moins on l'a très peu ici en France, cet esprit-là. Là-bas, quand vous signez un comics, on appelle ça une issue, donc un chapitre, c'est l'aboutissement du travail d'une équipe. Donc au final, personne ne va vous dire « oui, je suis l'auteur de tel truc ». Vous avez le dessinateur, vous avez l'encreur, vous avez le coloriste, vous avez le lettreur qui met les dialogues à l'intérieur, vous avez le correcteur. Et tous ces gens-là sont cités à part égale. Tout le monde est traité sur la même échelle. C'est un travail d'équipe. D'ailleurs, quand je travaille, mes collaborateurs chez Glénat, ils ont l'habitude, quand je fais les mails, je fais oui, on va présenter nos séries, parce que pour moi, c'est le travail de tous ceux qui ont collaboré sur un tome. Certes, je l'ai dessiné, mais s'il n'y avait pas eu ma responsable événementielle qui m'a dégoté telle dédicace, qui avait négocié telle chose, s'il n'y avait pas eu ma responsable presse qui avait fait la promo dessus, s'il n'y avait pas eu... Enfin voilà, c'est le travail de tout le monde qui fait qu'on arrive à ce statut-là. Voilà. Après, voilà, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Alors qu'ici, c'est vrai qu'en France, on est plus... on est très dans le sens où ce qu'on a, on le garde. Surtout, on ne partage pas trop parce que ça pourrait faire concurrence, quoi. Voilà. Après, en tant qu'auteur japonais, je pourrais citer Miwashiro, celui qui a fait Dogs et Dogs, Bullet and Carnage, qui lui a une manière dessinée, ce qui est rigolo, comics aussi, puisque dans sa formation, il a une formation d'encreur de comics. Donc, je ne sais pas que c'est fait par hasard, mais au départ, moi, j'ai flashé son dessin justement parce que ça se rapprochait du comics. Voilà. Il y a, Masashi Kishimoto de Naruto, parce que finalement, oui, j'aime Naruto. Voilà. C'est en lisant son manga, c'est lui que j'ai trouvé chez mon ami en fait. Je ne savais pas ça existait et j'ai découvert le manga par son intermédiaire finalement. Je n'avais pas trouvé un de ces tomes sur le bureau de ma collègue, je ne savais même pas que ça existait encore. Il y a également les Clamp aussi qui sont vraiment... moi j'aime beaucoup ce qu'elles font, un petit peu moins sur leur dernier titre, mais elles ont quand même vraiment révolutionné beaucoup de pans au niveau du manga, la manière de les écrire, de les montrer, de les diffuser. Et puis, il y a Hiroyuki Asada aussi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, celui qui a fait Les Torbi, également High Generation Basket, qui est un coup de crayon, qui m'a beaucoup influencé sur la manière de dessiner. D'ailleurs, quand on regarde certains graphismes, on trouve peut-être un petit peu de Hiroyuki Asada au niveau du visage des personnages, au niveau de la manière de mettre en scène, parce que c'est quelqu'un qui arrive à mettre beaucoup de poésie, avec des thèmes très graves dessous pour certaines fois, avec une mise en page qui est à la fois dynamique et reposante. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en dernier lieu, je dirais pour le dernier, ça serait Kairi Shimotsuki, où là, elle fait des illustrations superbes. Alors, elle est l'auteur de Brave Ten, qui n'a pas forcément été un gros succès en France parce que la production s'est pas très bien faite, et puis parce qu'on est sur un titre qui n'a pas forcément été très bien expliqué, très bien défendu en France. On parle là d'un folklore qui est vraiment, vous savez, les Digai Sanada, c'est quelque chose c'est du patrimoine japonais. Donc c'est comme si on avait expliqué la Révolution française bon, ils l'ont fait, ils ont fait le Tout des Misérables, mais c'est pas aussi porteur en France que là-bas au Japon. Voilà. Mais là, c'est pareil, elle a un coup de crayon qui est quand même assez sympa, et j'aime beaucoup la manière dont elle expose les personnages au niveau des plans de vue, des contre-plongées, etc. C'est quand même super sympa. Voilà. Peux-tu nous dire précisément pour Stray Dog, et puis on va parler aussi d'Ayakashi, comment est né vraiment le concept, le titre aussi, comment tu as trouvé le titre, etc. Et puis on parlera du deuxième aussi avec Guillaume d'Horizon, parce qu'il prend un pseudonyme qui est aussi animateur sur J1, notamment. Oui, c'est ça. Alors en fait, moi, quelle que soit la série, pour créer une série, je pars toujours de thèmes que j'aimerais exposer dans la série. Ensuite, je prends le thème principal de tout ça et je le personnifie. Je le représente sous forme d'un personnage. Et à partir de ce personnage-là, je construis l'histoire. Pour Stray Dog, par exemple, je voulais vraiment un univers assez noir, avec pour thème principal le deuil et la revanche. J'ai l'habitude de le dire en anglais, mais la vengeance. Voilà. Et c'est ces deux thèmes personnifiés, est apparue l'image de Toru, qui est le héros. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, j'ai mon personnage. En plus, je l'avais fait avec au départ les cheveux très noirs,
les yeux rouges parce que ça personnifiait ce côté très, au niveau de la vengeance, ce côté vraiment porté à nu, rageux quoi, à ce niveau-là. Et je me dis, voilà, c'est ce personnage-là, j'aimerais bien animer. Par rapport à ce dernier, ensuite, j'ai commencé à mettre les personnages secondaires en me disant, voilà, sur son histoire à lui, je ne sais même pas quelle histoire il va porter, mais sur son histoire à lui, j'aimerais avoir un personnage qui soit plus doux, qui puisse faire son pendant d'un autre côté. Et t'as apparu le personnage de Senri. Après, t'as apparu un personnage avec qui elle allait se confronter, le personnage d'Aki, parce que quand on regarde le personnage d'Aki, c'est exactement le même personnage que Toru, en version féminine, et d'une autre race certes, mais ils fonctionnent exactement pareil. C'est vraiment le miroir l'un de l'autre. Voilà, ils ont les mêmes réactions, ils fonctionnent pareil. Et voilà. Donc en fait, quand je crée une histoire, ça part d'un point précis, et après ça fait tache d'huile. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, j'aimerais un personnage pour expliquer le fait qu'il soit avec ces thèmes qui lui collent à la peau, et j'aimerais qu'il porte une malédiction qui soit énorme. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher donc dans les mythes et légendes, qu'est-ce qui pouvait porter une malédiction aussi forte. Et au final, je me suis dit, mais nous, on a quand même quelque chose qui a été extrêmement, meurtrier, et en plus aux portes de chez nous, à savoir la bête du Gévaudan. Et j'ai envie de travailler sur ce thème-là. Mais au départ, c'était pas lui qui était censé être la bête du Gévaudan, c'était vraiment quelque chose de très secondaire. Il est censé avoir survécu à la bête du Gévaudan. Et à un moment donné, c'est vrai que le mythe de la bête du Gévaudan, c'est quelque chose qui n'a pas encore été élucidé et qui possède plusieurs postulats d'explication. J'en ai pris un qui me paraissait être le plus plausible, à savoir le concours pour tous les meurtres commis en Gévaudan, le concours d'un maître et d'une bête qui lui était associé, avec un maître qui donne l'ordre et la bête qui exécute. Et j'en ai fait, on va dire, le thème porteur de ça. Je me dis, voilà, en fait, la bête du Gévaudan, c'est Toru, puisqu'il a ce côté humain qui fait qu'il est capable de décider quelque chose. Mais il a ce côté également maudit qui fait que, de temps en temps, il n'arrive pas à se contenir. Et son côté bestial, donc personnifié vraiment par la bête, vraiment imagé par cette bête qui ressort, qui l'oblige à se conduire de telle manière. Voilà, c'est comme ça que je construis. Et finalement, quand on regarde dans toutes mes séries, ça s'est construit comme ça. Voilà. Alors justement à propos de la bête de Gévaudan, question annexe qui n'a rien à voir mais simple curiosité, qu'as-tu pensé du film Le Pacte des loups de Christophe Gans? Pour moi il est quand même relativement bien fait. Alors il y a beaucoup d'inexactitudes à l'intérieur. Ceci dit, moi je trouve que le parti pris du réalisateur de construire et du scénariste de construire ce film comme ça, en démontrant qu'il y a vraiment eu le concours de, encore une fois, deux personnes avec une bête dressée, et non pas ce fameux, oui, c'est un loup géant qui a attaqué tout ce qui bouge dans le Gévaudan. Voilà. Qui donc a mis en avant ce côté, on va dire, bizarre de cette affaire, puisque finalement, c'est des choses... Moi, ça m'interpelle, la bête du Gévaudan, parce qu'on a Jacques Léventreur, outre-Manche, qui a commis, désolé, je ne vais pas minimiser ce qu'il a commis, mais il a commis 5 meurtres. Il a des tonnes de bouquins qui ont été faits dessus. On est en passe de découvrir, ou du moins certains ont dit on a découvert l'identité de Jacques Léventreur, c'est bon, on a mis la main dessus. Mais on est sûr que c'est un être humain. Voilà, on est sûr que c'est... Et là, on a quand même eu plus de 300 meurtres qui ont été commis en 2 ans sur un territoire très très restreint, de quelques kilomètres. Et finalement, on a l'impression que tout le monde s'en fout. On n'a pas d'explication, personne à chercher. La région, elle est bardée de stigmates de cette époque, parce qu'on trouve encore les statues, les monuments dédiés aux morts qui ont été ceux qui ont réussi à être recensés, parce qu'à la base, comme les victimes ont beaucoup été des paysans, malheureusement leur identité n'a pas forcément été connue. Certaines, des fois, quand on va sur le monument aux morts à Sainte-Lucie, vous avez une jeune fille, une jeune bergère par exemple, on ne connaîtra jamais son nom, mais voilà. Et tout ça fait qu'on a les pièces qui sont encore frappées de l'insigne de la bête du Gévaudan, encore pour les pièces de collection à la base. On a des documents consultables, des rapports des moines de l'époque ou des prêtres de l'époque qui recensent toutes les victimes, là où la bête a été vue, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et on n'en fait rien de tout ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette affaire-là, quand on regarde bien, ça a quand même réussi à remettre en cause et la religion, puisque on est sur une époque où la religion porte une part très importante, avec des gens qui sont très croyants, très superstitieux, très croyants. Le fait d'avoir une bête qui, malgré les sermons du prêtre, malgré le fait qu'on ait un roi de France qui représente donc Dieu sur terre, qui continue à sévir encore et encore dans un même périmètre, qu'est-ce que ça remet en cause? C'est déjà la royauté, puisque même le roi n'y peut rien, même le roi n'arrive pas à s'en débarrasser. On a également la religion qui est remise en cause, parce que même Dieu n'arrive pas à mettre fin à ce péril. On a une remise en question également de l'aspect économique du royaume, puisque le nombre d'argent qui a été dépensé en louvetiers, en chasseurs,
comment ça s'appelle, en garde pour aller débarrasser de la région de cette fameuse bête qui n'a jamais été prise finalement, ça a failli coûter la tête du roi, et ainsi de suite. Donc on a plein d'aspects comme ça qui sont très intéressants, et ça c'est quelque chose qui est abordé dans ce film-là, et j'ai trouvé ça très sympa parce que ça apporte un autre éclairage que cette fameuse « oui, non, on est sûr, c'est une bête qui a commis tout ça, point barre ». Là, on a bien cet aspect que, finalement, quand on met tous les éléments bout à bout, on a, pour moi, ce qui me paraît le plus plausible, effectivement, c'est qu'on est le concours d'êtres humains, plus éventuellement d'un animal dressé, pas forcément un loup, mais d'un animal dressé, et au niveau duquel on ne saura peut-être jamais son identité. Et puis on a aussi, même si c'est que brièvement exposé, tout ce que ça a comme, finalement, répercussion sur... finalement l'époque en place à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta collaboration, donc on en parlait tout à l'heure avec Guillaume d'Horizon, Ayakashi, comment est né le titre, d'ailleurs qui l'a trouvé entre vous deux, et comment vous répartissez aussi le travail, qui fait quoi, et voilà, si tu peux nous expliquer. Alors le titre, c'est moi qui l'ai trouvé. Au final, ça a été après une longue, on va dire... Un long brainstorming, comme on dit. C'est ça, parce qu'en fait, à la base, on avait vraiment un titre... on avait pas dit, c'était la BD sans titre, parce que Ayakashi est porteuse de tellement de thèmes différents, et tellement d'abord de l'histoire japonaise différente, que c'était dur d'essayer de résumer tout ça avec un seul mot. Voilà. Qui fasse écho à l'histoire comme tout le reste. Alors après, la collaboration s'est faite, comme j'ai dit tout à l'heure, par hasard, puisque moi j'exposais dans une petite convention dans le Sud, ça s'appelle le Mangazur, à Toulon, en 2013. Et lui venait pour faire un reportage déjà sur le Mangazur, et puis pour interviewer certains des invités qui étaient à ce salon-là, puisque lui faisait son travail de presse. Voilà. Et puis à un moment donné, il est dans une allée, puis il tombe sur mon stand, et il me fait... c'est ça que je veux, parce que lui, en fait, il avait Ayakashi, donc certainement ça devait s'appeler pas pareil dans sa tête au départ, mais cet univers-là, ça faisait un petit moment qu'il l'avait en tête. Et lui, ce qu'il recherchait, c'était justement quelqu'un pour l'illustrer. Mais il ne trouvait pas de style qui pouvait coller à ce que lui, il avait en tête, parce que lui, effectivement, il voulait faire quelque chose qui mêlait le steampunk, époque qu'il adore, avec le folklore japonais, puisque c'est un passionné de Japon et d'histoire japonaise. Voilà. Mais il ne trouvait pas quelqu'un qui pouvait faire les deux. Et vu que moi c'est mon créneau, il me dit voilà, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Voilà. Donc après il m'a proposé ça, il m'a proposé en fait ce titre-là, qu'on a énormément remanié depuis le départ, parce que c'est vrai que lui il avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Moi j'ai une manière de travailler qui fait que du coup j'avais une idée aussi précise de ce que je voulais. Mais c'est vrai que c'est vraiment un travail à quatre mains qu'on a fait, puisque lui il a créé l'univers. Il a créé tous les points principaux de l'histoire, parce qu'il s'est dit voilà, l'histoire elle part de là, elle va arriver là, les personnages vont devenir ça. Et moi j'ai créé tout ce qui est au milieu, le visuel des personnages, le caractère des personnages, la manière dont ils vont gagner, on va dire, ces fameuses étapes dans le scénario. Voilà. Donc finalement on travaille ensemble sur ce titre-là. Et lui, tout en me laissant la liberté de faire ce que je veux en fait au milieu. Voilà. Parce qu'il sait que c'est comme ça que je travaille. D'une manière générale, hormis cet exemple de travail en binôme ou à quatre mains, comme tu dis, est-ce que comme à la japonaise, tu as des assistants ou plutôt tu travailles seul en général? Moi, je travaille toute seule. Tout ce qui est fait dans le volume, c'est 100% fait main, sans mes jeux de mots. Main à 100%. Disons que de temps en temps, j'aimerais avoir des assistants parce que c'est vrai que c'est une grosse charge de travail. Et puis, ce qu'on demande en fait aux auteurs japonais de faire, nous on le demande à quelqu'un qui fait ça tout seul. C'est pour ça, moi, des fois, j'ai certains lecteurs qui me disent oui, mais pour la sortie de vos volumes, c'est long, il faut attendre. Oui, mais moi, je travaille tout seul, les volumes sont très gros et je peux pas abattre autant de travail toute seule que ce qu'une équipe de 4 à 5 personnes peut faire. Voilà. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un de très perfectionniste et Luna m'a dit à un moment donné, le jour où tu veux qu'on te trouve des assistants, on t'en trouve. Et d'un côté, moi, ça me ferait plaisir, parce que ça permet d'avancer plus vite dans le boulot. Mais d'un autre côté, je suis tellement perfectionniste que je passerai mon temps à repasser derrière, en fait. Parce que ça sera peut-être pas ancré comme j'aurais voulu, ça sera peut-être pas... Moi, j'ai une idée très précise de ce que je veux et du rendu que je veux faire. Parce que quand je dessine l'histoire, j'ai dans ma tête tout le film de l'histoire qui s'affiche. Et en fait, moi, c'est comme si je mettais sur la BD des screenshots. Donc finalement, je sais comment faire, qu'est-ce que je veux mettre en évidence, comment je veux le mettre en évidence. Donc à part si la personne travaille avec moi dans le même bureau, ce qui n'est pas forcément faisable,
c'est vrai que je passerai mon temps à repasser derrière, à me dire oui, au fait, moi j'aimerais un truc plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça. Et au final, je pense que ça serait peut-être pas forcément top pour tout le monde. À part si demain on trouve quelqu'un qui fonctionne exactement comme moi dans la manière de faire, où là franchement je l'adopte tout de suite. Pour l'instant, c'est vraiment, je travaille toute seule. Tu as ta vision, ton univers, un peu comme un architecte, tu as déjà tout le truc, tout modelé, et donc tu le façonnes à ta manière. Longtemps, donc, on retrouvait tes travaux sur des sites américains. Est-ce que depuis, on peut aussi, hormis le marché papier, les trouver sur les sites français? Est-ce que depuis, ça a un peu évolué de ce côté-là ou pas? Pour les travaux d'illustration, bah oui, puisque on me commande des illustrations. Dernièrement, j'ai fait les pochettes des musiciens des Nicolite Orchestra, par exemple. J'ai également illustré les 15 ans de la Japan Expo aussi. J'ai fait les affiches du salon Geekopolis sur les 2 années qu'ils ont produit. Après, c'est vrai que ici, ce qui se passe aussi ici, c'est que les gens, les salons ont l'habitude de travailler telle ou telle personne. Et puis, ça se fait aussi, encore une fois, par connaissance d'eux. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de travailler avec des salons à l'étranger et qui eux ont l'habitude de travailler avec moi. Donc voilà, mais c'est vrai que bon, maintenant j'arrive à avoir d'un point de vue illustrateur, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'opportunités maintenant que ce que j'avais avant lorsque je travaillais uniquement aux États-Unis, ça c'est sûr. Et puis on peut parler de ton expo, parce qu'il y a une très jolie expo aussi. Je ne l'ai pas encore vue, tes travaux que j'ai pu voir. Ah, tu n'as pas eu le temps de voir ta propre expo? Moi je l'ai vue. Donc c'est du côté Konoha. Donc pour ceux que ça intéresse, j'en profite pour dire qu'il y a aussi une expo sur Dragon Ball Super dans un tout autre style. Ouais, alors, est-ce que tu peux nous dire, on va bientôt conclure, tu nous parlais tout à l'heure un peu de Naruto, on a creusé le côté un peu manga, comics. Allez, t'es forcément une enfant, façon de parler, de la génération Club Dorothée. Quels sont les dessins animés qui ont bercé ton enfance? Alors, il y a Dragon Ball, parce que moi, alors moi, il faut savoir que j'ai beau être une auteure féminine, je lis pratiquement que des trucs de gars, je dessine des trucs de gars et je regarde des trucs de gars. Donc Dragon Ball, il y avait Ranma 1/2 aussi qui était super, Goldorak, à fond. Moi, je connaissais tout ça, j'avais tout, tous les maquettes et tout. Albator aussi, que j'adore, Queen Esmeralda qui va avec. Et un petit animé que c'est pas très connu en France, c'est Galaxy Express aussi. Ah génial, ouais, j'aime un bien petit aussi. peu moins connu parce que c'est vrai que bon, c'est diffusé pas forcément, voilà. Mais tous les machins de robots et tout, voilà, je suis au taquet. Et puis tout ce qui était, à un moment donné, ils avaient diffusé, comment ça s'appelle, il y avait Lamu aussi, à ce niveau-là. Et puis après, c'est vrai que après j'ai un peu moins regardé parce que c'est vrai que moi les dessins animés je regarde pas trop à part ça quoi. Mais ça aussi dedans je vois il est là, bon voilà je les connaissais très bien. Et puis après voilà, surtout ces dessins animés là je regardais vraiment bien ceux-là quoi. Est-ce que tu peux nous dire avec quels auteurs, avec quelles personnes tu aimerais travailler idéalement? Jim Lee, si tu m'entends, je veux travailler avec toi. Avec les auteurs que j'ai cités quand on s'appelle au départ. Et puis moi ce qui me plairait aussi c'est avis aux éditeurs. Ce que j'aimerais aussi faire c'est travailler sur Le Petit Prince. Je sais que donc ça Glénat si tu m'entends, je veux travailler sur Le Petit Prince. Le Petit Prince c'est vraiment une des œuvres littéraires que j'ai le plus aimé de tout le régime littéraire, que ce soit classique, pas classique, style enfantin, pas enfantin, roman, pas roman. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir l'occasion de participer à un moment donné. Je sais que tous les 2 ans ou tous les ans, à l'anniversaire ou à des dates anniversaires du Petit Prince, ils font des recueils d'illustrations en l'honneur justement de ce titre-là. Et j'aimerais avoir la chance un jour de pouvoir faire partie justement d'un recueil d'illustrateurs qui édite un livre en l'honneur du Petit Prince, d'avoir l'occasion d'animer une fois sous mon trait, que ce soit le renard, que ce soit Petit Prince, ou que ce soit la rose, enfin voilà, ou même le technocrate sur sa planète, là, ça ferait plaisir. Ta méthode de travail, elle change à chaque manga ou d'une manière générale, quand même, tu gardes la même hiérarchie ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas? Non, je travaille exactement pareil. Après, là où ça peut changer, c'est en fonction du thème traité dedans. Par exemple, pour Ayakashi,
À chaque fois que j'entame un tome d'Ayakashi, je remets ce qu'il y a devant mon bureau. Il y a un clou qui reste toujours sur le mur de mon bureau, devant, au-dessus. Je remets en place l'énorme panneau de liège avec dessus toutes les études de personnages, parce que sur Ayakashi, ils ont des costumes de fou. Et histoire à chaque fois de savoir où se place déjà la petite lanière qui passe dedans. Ça, c'est spécial dédicace pour Hiro, si tu m'entends dans ton tome. J'en ai marre de tes costumes. Avec tous les apparats, etc., etc. Parce que après, quand on est à la correction du tome, en général, c'est dans des périodes de bouclage, on doit faire très vite. Et on n'a pas le temps de reprendre tous ces petits détails-là. Et vu que pour moi, c'est comme des acteurs qui jouent dedans, pour moi, ils ont un seul costume. Il faut que le costume il soit impeccable du début à la fin. Et que ça soit le même début à la fin. Donc pour Ayakashi, j'ai ce fameux panneau qui fait 1m20 sur 90 cm de large pour exposer tous les plans de vue de chacun. Et après, ce qu'il y aura comme différence par contre pour Stray Dog, ça sera tout ce qui est, on va dire, plan de vue d'un point de vue architectural. Puisque j'essaie de me baser au plus possible sur les architectures des villes dont j'ai cité tout à l'heure, histoire d'avoir des décors très réels et des décors très actuels, tout en ayant cette partie fantasy rajoutée dessus. Donc en fait, la seule chose qui va peut-être changer, c'est le support. Pour Stray Dog, ce sur quoi je vais ressortir mes livres, c'est beaucoup sur justement la bête du Gévaudan, sur beaucoup les livres d'autopsie aussi, puisqu'il y a une grosse partie médicale également abordée dans Stray Dog à ce niveau-là. Ça sera différent pour Ayakashi, où là, ça sera beaucoup de... comment ça s'appelle moi, j'ai un gros livre où j'ai toutes les textures de vêtements pour savoir si c'est lourd ou pas, parce que quand j'anime un personnage dans Ayakashi, par exemple le personnage de Hiro, il a un costume avec on va dire des tissus très épais. Le rendu au niveau, lorsqu'il a une gestuelle, ne sera pas le même que par exemple le costume de Yue lorsqu'il y a du vent, parce que les tissus, la fabrique ne sera pas la même. Donc j'ai un grand catalogue de ça, donc en fait les aides du dessinateur ne sont pas les mêmes. Il y a le coin Ayakashi avec tous les trucs d'arts martiaux, les machins et tout, parce que ça c'est pareil, chaque personnage a son style de combat, sa manière d'agir. Ce ne sera pas du tout les mêmes choses pour Stray Dog, ou comme il y a une partie animale, là c'est plus mon encyclopédie sur les loups qui va ressortir, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut parler, alors on a parlé pas mal de ton actualité, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Est-ce que tu peux nous révéler des petites choses, ou c'est encore trop tôt? Non, de toute façon là ça a été paru. Là en 2018, il va y avoir Mortician qui va sortir comme série. Donc Mortician est une série donc autonome, c'est-à-dire qu'elle peut être lue indépendamment de toutes les autres. Par contre, pour ceux qui connaissent Stray Dog, c'est ce que j'appelle le préquel de Stray Dog, c'est-à-dire que ça explique comment le Bird a été mis en place. Ça relate comment est-ce que Senri va arriver à gagner la collaboration de Red, donc de Kira et Kuri. Comment il a réussi à faire plier Taro pour justement le récupérer dans ses unités. Et la série Mortician se terminera lorsque Senri apprend l'existence de Toru. Ça fait la transition entre ce qui est expliqué au tout départ dans Stray Dog et ce qui est détaillé, enfin ce qui est fait référence dans Stray Dog. Là pour le coup ça sera vraiment détaillé. Voilà. Et sinon il y a Neverend aussi là que j'ai signé dernièrement, qui va arriver à partir de 2018 aussi. On va donc conclure. Je me permets de te demander quand même pour finir, quel conseil, parce que je pense qu'il y en a qui sont ici présents, qui aimeraient se lancer un jour ou l'autre, que tu donnerais à ceux qui voudraient devenir à leur tour mangaka entre guillemets, in France. Moi je dirais courage, pas dans le sens péjoratif de la chose, c'est surtout ne lâchez pas, ne soyez pas forcément on va dire avec des œillères en étant persuadé que ce que vous faites est génial, et que si on vous refuse le projet, c'est parce que ils comprennent rien à votre projet. Mais surtout, ne tombez pas à l'excès inverse en vous disant parce que ça a été refusé, forcément c'est mauvais. Ça a été refusé peut-être parce que, comme pour Stray Dog, peut-être que c'était pas le moment, peut-être que c'était pas la bonne personne qui a regardé le projet. Voilà, tout ça. Donc, ayez confiance en vous. Surtout également, n'hésitez pas à vous remettre en question, puisque je pars du principe que si je suis arrivée à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai essayé d'améliorer, de peaufiner et de retravailler le plus possible mes travaux pour que ça devienne intéressant. Et ça, c'est parce que je me remets en question tout le temps. Encore une fois, je suis jamais sûre de si ce que je vais faire va plaire, si le dessin va convenir, etc. Du coup, quand vous voulez faire ce métier-là, il faut que vous ayez envie de partager quelque chose avec les gens. Vous ne le faites pas pour vous ayez des gens qui vous admirent, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est pas parce que votre BD, c'est pas un cadeau que vous faites aux gens. Ça, je reprends les termes parce que j'ai croisé dernièrement une auteure qui me disait, moi je viens jamais en dédicace parce que j'ai pas besoin, pour moi la dédicace c'est ma seule et unique manière de remercier les gens d'être venus me voir.
et surtout d'avoir eu la gentillesse de lire ce que j'ai fait. Donc pour moi, c'est la seule manière que j'ai de les remercier. Mais l'auteur que j'ai croisé, elle me dit, moi, je me casse pas les en dédicace parce que mon cadeau, c'est déjà leur bouquin. Il y a tout dedans. Je vais pas me casser à faire du rap pour les gens. Voilà. Donc si déjà vous partez avec ce genre, ne partez pas avec ce genre de pensée comme ça. Si vos séries, il faut que vous ayez envie de partager avec les gens, vous ayez envie de progresser. Si moi j'ai envie de progresser, c'est parce que j'ai envie que les gens aient plus de plaisir encore à lire ce que j'ai fait, etc. Donc à partir de là, si vous avez envie de faire plaisir aux gens et surtout de partager avec eux, si vous avez surtout que vous ne perdez pas courage, vous avez confiance dans vos personnages, parce que finalement c'est vos personnages qui vont vous représenter, c'est pas vous, vous les dessinez certes, mais c'est eux qui vont vous représenter dans vos livres. À ce moment-là, je pense qu'à un moment donné, la sélection se fait aussi par ça. Si on m'avait dit au départ, ou du moins si je m'étais arrêtée au premier refus, parce que encore une fois les refus j'en ai eu, en veux-tu en voilà, je pense que je ne serais jamais arrivée là. Après, ceux qui arrivent, je pense que c'est ceux qui sont le plus tenaces. La sélection se fait aussi par ça. Tenace et par le fait de, encore une fois, se remettre en question, parce que la remise en question permet l'amélioration et la progression. Bien, je te remercie. Prix du meilleur manga animé Land 2015, nominé au Japan Expo Awards 2016, plusieurs prix. Je vous demande d'applaudir le talent et l'audace. Donc Vanra, merci d'applaudir encore. Merci à vous d'être venu et merci à toi de m'avoir interviewé.